c'est la dimension d'incertitude. La dimension d'incertitude, à mon sens, on l'a beaucoup évoqué sur les allers-retours, les annonces qui sont ensuite démenties quelques heures après, quelques jours après, le fait que la plupart des conseillers de Donald Trump ont aucune idée de ce qu'il va annoncer, même quelques heures avant que les annonces soient faites, ce qui semble une réalité. Il semble que cette incertitude, c'est de l'objectif. Et c'est amené à perdurer. On va avoir, je pense, des annonces, comme on a eu justement hier sur les 50%, la menace de 50% de droits de douane. On va avoir des annonces qui vont se succéder, parce que c'est l'objectif. Cette incertitude, elle met les États-Unis et Donald Trump au cœur du jeu. Elle le met au cœur de l'attention, mais elle le met aussi au cœur des négociations. Et sur ces négociations, c'est des négociations directement avec Donald Trump. On le voit bien, c'est des négociations qui doivent passer par Donald Trump. Et on voit bien les entreprises qui ont bien compris aussi l'objectif et l'avantage qu'elles ont, enfin l'obligation qu'elles ont d'aller voir Donald Trump à la Maison-Blanche et d'annoncer des investissements extrêmement importants. On a vu beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises aller annoncer des investissements extrêmement importants avec des perspectives de réalisation de ces investissements qui, à mon sens, sont extrêmement faibles. Mais on est vraiment sur une dimension performative d'annonces qui sont plus importantes que leur réalisation, à mon sens. Donc voilà il me semble sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de là où on en est et justement la perspective sur ces négociations. Donc il y a peu de perspectives, voilà, de revenir en arrière. Et il me semble sur ces négociations, on voit bien que la plupart des gouvernements sont assez réfractaires et rentrent dans ces négociations avec peu de perspectives et peu d'ambition sur ce qui peut être réalisé, ce qui peut être réalisé à mon sens, mais avec la volonté d'avoir des annonces, parce que c'est aussi ça, ces annonces qui permettent aussi, a priori, à Donald Trump de poursuivre de continuer son récit ces mesures de politique internationale. Donc, le deuxième élément, sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que Trump ne vient pas de nulle part. Et je pense que ça, c'est une des dimensions qui est importante. Voilà, tous ces éléments-là de mesures contre la Chine d'une part, de manière assez claire, de focalisation sur la Chine, de focalisation aussi et de retournement vis-à-vis des alliés et notamment de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui était déjà présent, à mon sens, dans la politique internationale des États-Unis. Et puis, de manière générale, il me semble qu'il y a une dimension d'intervention du politique, de géoéconomie ou de géopolitique de plus en plus présente au niveau international, qui est pas nouvelle avec Donald Trump et qui existe depuis au moins une dizaine d'années. Et donc, il me semble que voilà, il y a quelque chose de sorte de révélation qui a été déjà une partie, il me semble, la crise du Covid a déjà révélé une partie de ces éléments-là, même si elle a plutôt joué le rôle de révélateur que de réels risques liés au commerce international. Mais il y a un changement, il me semble, de perception que Trump accélère sur le fait que le commerce international qui était vu comme une source de gain pour les pays, éventuellement avec des effets redistributifs à l'intérieur des pays, mais qui était vu largement comme une source de gain, qui aujourd'hui est de plus en plus vu comme une source de risque, de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on peut faire remonter à mon sens, voilà, au début des années 2010, avec un basculement, il me semble, de ce point de vue-là, au début des années 2010, qui est lié en partie à l'émergence de la Chine, qui est lié en partie à l'affirmation de la Chine, ça va être évoqué après, mais qui est lié aussi, du point de vue, à mon sens, américain, à une affirmation américaine et à une volonté américaine de réindustrialisation qui est devenue de plus en plus importante. Donc, on a eu de nombreux événements, finalement, il me semble, d'intervention de l'État, de la puissance publique, du politique, du géopolitique dans l'économie internationale depuis une dizaine d'années, et qui sont traduits par des événements de coercition. Donc, on a beaucoup parlé des événements de coercition de la part de la Chine, à commencer par les restrictions sur les exportations de terres rares en 2010 vis-à-vis du Japon, qui a été un des événements marquants, qui a été beaucoup utilisé comme premier point
d'émergence des sujets de sécurité économique, mais on a aussi beaucoup du point de vue des Américains, des États-Unis, beaucoup d'éléments. On a beaucoup parlé en fait de l'extraterritorialité du droit américain. C'est exactement la même type de logique qui était à l'œuvre, des éléments qui reviennent à de la coercition, d'imposer des sanctions sur des pays étrangers. Et on l'a vu dans un certain nombre de cas, que ce soit dans le cas iranien, mais de manière beaucoup plus large et vis-à-vis d'acteurs étrangers, notamment d'acteurs européens. On se souvient exactement des banques des amendes extrêmement importantes contre la BNP ces dernières années. Il n'empêche que du point de vue de la mondialisation, on a eu une mondialisation qui a été extrêmement résiliente par rapport à ces chocs-là. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui est important. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de réaction à ce qui s'est passé sur les 3 ou 4 derniers mois. Mais on a eu une mondialisation extrêmement résiliente. La part du commerce dans le PIB mondial est restée relativement stable depuis une quinzaine d'années. Alors, effectivement, elle a arrêté d'augmenter. On avait vraiment une augmentation du taux d'ouverture extrêmement importante à partir notamment du début des années 1990, une accélération à partir du début des années 1990. Mais on a vraiment une stagnation de ce taux d'ouverture. Donc, on n'a pas de repli vers les économies nationales qui s'est opéré, alors qu'on a une succession de crises comme on n'en avait jamais eu. Quand on était en 2008-2009, je me souviens, pour commenter ce qui se passait en 2008-2009, on revenait à la crise de 1929. Aujourd'hui, depuis, on a eu le Brexit, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine et on a aujourd'hui maintenant une guerre commerciale des États-Unis vis-à-vis un conflit commercial des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Et on avait déjà eu en 2018 un conflit commercial assez dur entre les États-Unis et la Chine qui paraît aujourd'hui limité, mais qui était important à l'époque. Donc on a cette résilience quand même qui paraît importante, avec des prémices quand même de fragmentation fragmentation du système commercial international, mais de fractionnement limité, avec un certain nombre de pays qui apparaissaient comme des pays connecteurs, donc qui permettaient de connecter notamment la Chine aux États-Unis et les États-Unis à la Chine. Notamment, on a beaucoup parlé du Mexique, du Vietnam, qui servaient de plateforme intermédiaire entre ces différents pays. Et donc, une façon au système commercial international et aux entreprises multinationales de s'adapter aux droits de douane et aux mesures vis-à-vis de la Chine qui avaient été décidées. Il me semble qu'il faut aussi quand même rappeler sur le type de mesures qui ont été prises, sur le type de mesures vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Union européenne, le traitement de l'Union européenne. Faut souligner la continuité, d'une certaine manière, entre Joe Biden et Donald Trump. La focalisation sur la Chine et les mesures extrêmement dures vis-à-vis de la Chine, elles ont été décidées par Donald Trump en 2018. Elles ont été maintenues par Joe Biden avec éventuellement un renforcement sur un certain nombre de dimensions, sur le contrôle des exportations, sur le contrôle de la politisation du secteur des semi-conducteurs, qui a été particulièrement importante avec Joe Biden, et sur aussi des éléments de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été continué par Joe Biden et encore approfondi aujourd'hui par Donald Trump avec des mesures beaucoup plus fortes. Mais il n'empêche qu'on avait déjà ça et on avait déjà ces éléments-là de manière beaucoup plus ciblée, mais qui me paraissent aussi importants. Et vis-à-vis de l'Union européenne, il faut se rappeler aussi que c'était pas une politique à l'encontre de l'Union européenne, mais il y avait la non prise en compte des intérêts de l'Union européenne, elle était déjà assez importante. Si vous vous rappelez, au moment de la promulgation de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, qui est le grand plan de Joe Biden, le grand plan de politique industrielle de Joe Biden, il y a une réaction extrêmement forte du côté de la Commission européenne et des gouvernements européens. Pourquoi? Parce que les intérêts des gouvernements européens n'avaient pas du tout été pris en compte. Et notamment, on avait des aspects de clauses de contenu local qui favorisaient les investissements aux États-Unis et qui ciblaient de manière délibérée les entreprises qui avaient aussi des opérations en Chine, mais qui faisaient complètement abstraction du fait que ça avait des impacts extrêmement importants sur aussi les entreprises européennes et sur l'activité en Europe. Et c'était pas, il me semble, un objectif de toucher
des entreprises européennes et de toucher le système productif européen. C'était juste d'avoir ignoré, oublié de prendre en compte l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui n'était plus présente dans la manière de penser et la manière de penser les politiques publiques et une politique publique extrêmement ambitieuse pour la présidence de Joe Biden. Les intérêts de l'Union européenne n'étaient juste pas pris en compte et pas présents. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui se retrouve de manière beaucoup plus importante avec des politiques à l'encontre de l'Union européenne aujourd'hui, mais à la non prise en compte de l'Union européenne et le traitement, l'absence de traitement préférentiel, c'est quelque chose qui était déjà présent à mon sens avant. Donc juste dans les 4-5 minutes qui me restent, quelles sont voilà les conséquences, il me semble, pour l'Union européenne. Il y a une dimension importante pour l'Union européenne. Je vais juste me concentrer sur deux dimensions. La première, c'est l'insertion de l'Union européenne dans le système commercial international. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'insertion de l'Union européenne dans le système commercial international? Voilà, je l'ai rappelé, cette question de l'irruption d'un monde de puissance, là où on était dans un monde d'économie au moins depuis 1990, dans un système où l'économie prédominait plutôt que les questions de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne, qui est d'une certaine manière la bonne élève du multilatéralisme? Et ça pose la question dans un monde où l'hégémone, la puissance dominante, qui a mis en place le système multilatéral, s'en retire, refuse d'assurer ce rôle de coordination, de sécurisation des mers, etc., qui est le rôle de la puissance dominante, parce que les États-Unis n'y retrouvent plus en tout cas, les avantages les gains qu'ils pouvaient y voir à un moment. Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'Union européenne de continuer à soutenir ce système commercial multilatéral et ce système économique multilatéral? Sachant que, sortis des États-Unis, la plupart des pays restent favorables à ce système-là. Mais il n'empêche est-ce que c'est possible de soutenir un système comme ça? C'est une question qui est posée sans le principal acteur et l'hégémone qui était les États-Unis, en tout cas au moins jusqu'à maintenant, et sûrement dont la question est posée de la poursuite de ce statut-là. Donc voilà, c'est une question qui est posée. Il me semble qu'il faut rappeler quand même que l'Union européenne, elle bénéficie plus que d'autres de ce système-là, parce que c'est aussi une construction avec, effectivement, qui a moins de capacité à agir dans un monde de puissance, moins de capacité à mettre en place des politiques industrielles, à mettre en place c'est un continent qui est plus ouvert. Donc au moins à court terme, on est un continent qui bénéficie plus de ce système. Mais la question est posée de est-ce qu'on peut vraiment continuer dans ce système-là? Et il me semble qu'il y a déjà des ruptures qui étaient en cours au niveau de la pensée des questions économiques au niveau de l'Union européenne, qui étaient importantes et qui se sont traduites d'ailleurs de manière assez claire dans les recommandations du rapport de Mario Draghi, pour quelqu'un qui est issu du sérail et un ancien président de la Commission européenne, pas un radical, un économiste extrêmement radical. Les propositions sur faire une politique industrielle ciblée, choisir des secteurs, discuter de quels sont les secteurs importants, discuter de comment on va favoriser certains secteurs par rapport à d'autres, revenir sur l'ouverture commerciale et dire de manière explicite que sur certains secteurs, on doit mettre des barrières au commerce dans le long terme, c'est une rupture assez radicale par rapport à la pensée européenne de ces dernières années, qui était vraiment pensée sur la concurrence, maintenir la concurrence, encadrer les aides d'État et laisser le marché choisir le tissu productif et la composition du tissu productif. Donc il y a cette question qui était déjà posée. Et la deuxième question qui était déjà posée, c'était justement sur l'ouverture commerciale et le fait de se reposer trop sur la demande extérieure au niveau de l'Union européenne.
et ces excédents commerciaux particulièrement importants au niveau de l'Union européenne, et donc de basculer la demande vers les sources de croissance, vers plus de demande intérieure et d'investissement dans l'économie européenne. C'était aussi une question qui était posée, qui a évolué de manière assez forte ces derniers mois avec du côté allemand pour le coup, avec le plan qui a été annoncé, mais qui est voilà, c'est des évolutions qui sont en cours depuis, à mon sens, le Covid, qui ont beaucoup bougé dans la perception des choses et dans la perception des politiques et qui demandent encore à être mises en place. Et c'est une question qui se pose. Voilà, comment ces dimensions-là, qui me semblent renforcées par l'émergence de Donald Trump et les politiques de Donald Trump, une bonne réponse à ces politiques-là, comment ça va être utilisé ou pas comme pour renforcer cette dimension-là. Et dernière dimension, et je m'arrête vraiment juste après ça, c'est une question aussi sur la double dimension, donc de voilà, économie de puissance et de géopolitique internationale, d'importance de la géopolitique au niveau international aujourd'hui, et de bifurcation écologique. Et ça, c'est une dernière dimension qui me semble aussi fondamentale et fondamentale dans ce qui s'est passé, parce que s'il y avait bien une rupture dans la politique de Donald Trump, c'est sur les questions écologiques. euh, Sortir de l'accord de Paris, revenir sur l'ensemble des politiques qui avaient été mises en place par Joe Biden dans ce sens-là sur l'Inflation Reduction Act, c'est un retour en arrière qui est fondamental. Un retour en arrière vers une économie brune qui est assez fondamentale. Et ce qui veut dire aussi une division du monde, enfin une division en tout cas transatlantique, entre une économie qui va devenir de plus en plus brune au niveau des États-Unis, enfin revenir à une économie brune, revenir sur la transition écologique, et du côté européen, une décision à prendre, et on voit toutes les contradictions avec les retours en arrière sur les normes environnementales qui sont demandées par les entreprises, voilà, des questions qui sont posées sur la continuité de cette politique et de cette transition écologique, parce que on peut difficilement parler aujourd'hui encore de bifurcation écologique. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un troisième acteur qui est la Chine et qui est fondamental, qui est aussi dans une démarche, qui est aussi une démarche de puissance et d'utiliser les industries vertes comme un moteur de développement et un instrument de puissance, mais qui est aussi dans cette démarche de transition écologique, au moins dans le secteur automobile et au moins dans les, dans les politiques et les aspects industriels. Et donc, il y a tout un aspect qui se greffe à ça sur la course aux ressources naturelles, et on voit bien que les questions des ressources naturelles dans la rhétorique de Donald Trump, le Groenland, etc., c'est une dimension importante, et c'est aussi une dimension importante du côté chinois. Pour l'Europe, c'est aussi une dimension fondamentale parce que la transition écologique, c'est aussi se libérer de certaines dépendances, et notamment des dépendances aux hydrocarbures. Et il y a cette reconfiguration des dépendances qui est assez fondamentale et qui se greffe en plus à tous ces éléments. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas faire beaucoup plus long. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci. Merci. Et donc, je vous propose que les questions que vous avez envie de poser à Vincent Vicard, on les pose tout à l'heure, hein, qu'on prenne les trois interventions et qu'on ait la discussion générale, parce qu'autrement, on n'arrivera pas à tenir les temps. Et puis surtout, il y a une cohérence, un lien entre les trois interventions, hein. Je sais pas ce qu'en pense Denis, hein. C'est Denis qui est le grand Manitou, là, donc je me tourne vers lui, hein. Tout à fait raison. J'ai raison. Bon, ben merci, merci Denis. Alors, je passe la parole à Evelyne Ternant qui va s'afficher sur l'écran. Voilà, voilà. Bonjour Evelyne Ternant. Bonjour, et je suis désolée de ne pas être parmi vous, mais j'avais pris des engagements qui ne m'ont pas permis d'être présente à Paris aujourd'hui. Je partage avec... Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Je partage avec Vincent Vicard le fait que on est plus dans une accélération, dans un tournant, que dans une rupture, parce que les évolutions en cours étaient présentes déjà sous les administrations précédentes, sous Trump 1, mais évidemment sous Biden également. Et je pense qu'on est dans un point d'arrivée d'une crise profonde du capitalisme mondialisé, d'une crise systémique,
qui englobe naturellement l'économie dominante, le capitalisme dominant que sont les États-Unis. Mon premier point d'intervention portera sur la politique américaine, avec un petit regard en perspective. Cette politique américaine qui, en dépit des zigzags, des tâtonnements, présente quand même une certaine rationalité, précisément quand on la met en regard de la crise structurelle de l'économie américaine. Et je traiterai ensuite de la fragilisation de l'Europe, parce qu'on ne peut pas parler de l'hégémonie américaine sans évoquer, je dirais, la servitude volontaire de ses alliés, et en particulier de l'allié européen. Fragilisation de l'Europe qui est affaiblie par son carcan libéral et par les dernières mesures de guerre commerciale et par les choix des dirigeants qui, pour l'instant, sont quand même incapables de remettre en cause la doxa dans laquelle ils enferment la construction européenne. Et puis, j'aimerais, pour terminer, évoquer quelques pistes sur lesquelles pourraient se rassembler les forces progressistes, parce que, comme ça a été rappelé, nous voulons comprendre le monde pour le transformer. Et donc, autour de quelles pistes pourrions-nous imaginer et agir pour construire un nouvel ordre international qui réponde aux besoins des peuples et de la planète? Alors, le premier point, capitalisme américain caractérisé par un hégémonisme et une crise. L'économie américaine, malgré les atouts de sa domination, qui lui permettent de repousser une partie des contradictions sur le reste du monde, est quand même rattrapée par la crise systémique du capitalisme dont Denis a rappelé les ressorts principaux. Donc, je ne m'étends pas, d'autant que ça sera évoqué, je crois, cet après-midi. Disons seulement que c'est lié à une suraccumulation énorme des capitaux et une crise de rentabilité qui finalement se traduit par une efficacité de plus en plus faible de ces investissements, de ces capitaux, en raison des pressions très fortes sur les dépenses humaines de formation, d'emploi, de recherche, en raison de désastres écologiques, à un moment où justement les conditions technologiques exigent un développement sans précédent des capacités humaines. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Je voudrais rappeler les deux piliers principaux de la domination américaine, de l'impérialisme américain. Ces deux armes majeures qui se renforcent l'une l'autre sont d'une part l'arme monétaire et d'autre part l'arme militaire et diplomatique. L'arme monétaire, évidemment, c'est le dollar, officiellement monnaie mondiale depuis la fin de la convertibilité or de 1971, décidée par Nixon, mais qui en réalité a commencé bien avant, dès Bretton Woods, puisque dès qu'il a été instauré comme équivalent à l'or, et Keynes l'avait bien montré, hein, qu'on rentrait dans une économie de domination du dollar. L'arme militaire, il faut quand même jamais l'oublier, c'est 800 bases, 77 pays avec 200 000 hommes, et la domination d'une alliance, l'OTAN, qui réunit quand même 55% des dépenses militaires mondiales. Les deux armes se renforcent l'une l'autre puisque, avec la maîtrise historique de la monnaie mondiale, et pour reprendre l'expression célèbre de Gaulle en 1965, cette monnaie qui donne le privilège exorbitant de financer les dépenses, leurs dépenses, avec une monnaie qu'il ne tient qu'à eux de créer. Évidemment, ces dépenses financées par la création monétaire en dollars ont été d'une part des dépenses privées des multinationales américaines qui commencent à se déployer au milieu des années 60, au début des années 60 même,
et qui domine le monde et qui le domine en particulier aujourd'hui dans les secteurs de la finance, du numérique et des réseaux. Et d'autre part, ce sont des financements, des dépenses publiques pour assurer la fonction de gendarme du monde. Et la domination militaire, diplomatique et politique qui en découle est le support, évidemment, permet, disons, en retour d'exercer des pressions sur nombre d'États pour qu'ils acceptent la soumission au dollar. Fût-ce contre l'intérêt de leur peuple. Donc, je pense que ces deux atouts sont évidemment les piliers qui ont permis à l'impérialisme américain de se déployer dans le monde entier. Alors, mais néanmoins, malgré ces privilèges, malgré un taux de croissance qui a été beaucoup plus élevé aux États-Unis que dans l'Union européenne, hein, par exemple, entre 2010 et 2023, le taux de croissance cumulé du PIB atteint 34% aux États-Unis face à 21% dans l'Union européenne. Malgré ces privilèges, les effets systémiques de l'accumulation du capital et de sa crise créent de profonds déséquilibres dans l'économie américaine. Il y a d'abord une crise sociale profonde sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui est quand même sérieuse, avec des inégalités croissantes, un délabrement des services publics, des infrastructures, des accès aux soins très problématiques, puisque 55% des Américains seulement se déclarent à l'abri des coûts médicaux, qui sont d'ailleurs très élevés parce qu'il y a un système privé de santé. Les problèmes de santé publique que sont les addictions aux opioïdes, l'obésité et une société très violente. La société américaine ne va pas bien. Mais je veux insister, évidemment, puisque c'est notre sujet, sur les aspects économiques qui sont le déficit commercial, le déficit budgétaire, les jumeaux, on a l'habitude de les appeler. Le déficit commercial, je vais pas en parler longtemps puisque ça a été évoqué. Le déficit commercial augmente très fortement en corrélation avec la stratégie d'implantation des multinationales en Chine, dès l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est-à-dire en 2001. Puis il y a eu d'autres paliers, notamment après la crise de 2008, après la crise financière de 2008. Mais la Chine est donc devenue une base de profit majeure pour les multinationales américaines. Et on voit bien qu'elle reste aujourd'hui un enjeu stratégique majeur, puisque il y a non seulement des activités de production, mais des activités de recherche qui sont fortement délocalisées. Et on voit comment Apple a fait pression très rapidement sur Trump pour qu'il revienne un peu en arrière, tant les intrants chinois, les productions en Chine sont indispensables à Apple. Ce n'est pas tant, me semble-t-il, le déficit commercial qui pose problème aux dirigeants américains, parce qu'il est quand même assez largement compensé par des entrées de revenus, les entrées de revenus de brevets, les revenus financiers, les dividendes, les entrées de capitaux de portefeuille. Et donc, la balance des paiements est moins déficitaire que la balance commerciale. Mais ce qui les inquiète, c'est la remontée des chaînes de valeur de la Chine, hein, de la production à l'ingénierie et la recherche. Et il y a donc une véritable course de vitesse pour le leadership technologique. On le voit notamment pour les nouveaux produits, pour l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les voitures électriques, le nucléaire 4e génération. Et d'autre part, ce qui inquiète les dirigeants américains, c'est évidemment l'organisation d'une zone de commerce hors dollar avec les BRICS, et même une zone qui projette la dédollarisation de l'économie. Le déficit budgétaire, il est très important, il explose sur la fin du mandat Biden parce que Biden, lui, a recherché l'hégémonie
américaine, il a cherché à consolider l'hégémonisme menacé par une politique budgétaire expansionniste, hein, que Vincent a rappelé, financement d'investissements massifs. Il a rappelé l'IRA, Inflation Reduction Act, de 400 milliards de dollars, et il y a eu 2 autres plans. Bref, donc il y a une explosion du déficit budgétaire, et même pour le pays qui détient le privilège de la monnaie mondiale, un déficit budgétaire pose des problèmes précisément pour préserver le statut de monnaie mondiale. D'abord parce que le déficit public alimente le déficit commercial, c'est pourquoi on les appelle d'ailleurs les déficits jumeaux, hein. La dette pousse à la hausse des taux d'intérêt qui font entrer des capitaux, ce qui augmente le taux de change du dollar, et donc ce qui dégrade le solde extérieur. Et puis, je crois que c'est l'aspect le plus important, le cours du dollar dépend largement des achats et des ventes des non-résidents américains, et il y a évidemment toujours, comme une épée de Damoclès, le risque d'une crise de confiance et d'un effondrement du dollar. Et c'est là que se situe l'équation complexe pour les dirigeants américains: essayer de contenir l'élévation du taux de change du dollar sans pour autant provoquer un effondrement qui aurait des effets mondiaux cataclysmiques et qui remettrait en cause son statut de monnaie mondiale. Et c'est une équation d'autant plus difficile que aujourd'hui, les marchés monétaires et financiers sont largement incontrôlables, avec des comportements moutonniers qui amplifient les variations. Donc, il n'y a quand même pas de pilote sur les marchés financiers, même si les banques centrales, elles l'ont fait en 2008, elles peuvent le refaire, seraient prêtes, n'en doutons pas, à inonder, à soutenir par la création monétaire massive des cracks financiers et monétaires. Donc, quel est le but de l'administration américaine aujourd'hui? Mais je crois que rien n'est plus intéressant que d'écouter le chef économiste de la Maison-Blanche, Stephen Mayran, qui, en s'adressant aux alliés capitalistes, dit « Organisez avec nous la baisse maîtrisée du taux de change du dollar, comme les accords du Plaza, puis ceux du Louvre, pour que nous exportions plus, et engagez-vous à acheter plus de produits américains. Dans le même temps, achetez nos bons du Trésor, dont nous pourrions étendre la maturité à 100 ans, voire rendre perpétuelle. En contrepartie, puisque vous soutenez ainsi l'effort militaire américain pour le monde, je cite, libre et démocratique, nous assurons votre protection, votre parapluie militaire. » Autrement dit, aidez-nous à avoir un dollar suffisamment bas pour conquérir des parts de marché mondiales. Mais défendez le statut de notre dollar, monnaie mondiale, en finançant notre budget public, avec des bons du Trésor que nous ne rembourserons pas, 100 ans de maturité. En échange, notre protection militaire. Sauf que Trump exige en même temps que les pays de l'Union européenne financent de plus en plus eux-mêmes leurs dépenses militaires, et que par ailleurs, on sait bien que les entrées de capitaux aux États-Unis ne financeront pas que les dépenses militaires, mais les dépenses technologiques, informationnelles, les dépenses en services publics, dans le but d'une nouvelle ère de domination technologique sans partage des Américains. Voilà, donc je conclus sur cet aspect de la politique américaine en évoquant peut-être les contradictions au sein de la classe dirigeante américaine sur l'orientation, mais ce sont des contradictions qui opposent, il me semble-t-il, stratégie à moyen terme, qui est celle de Trump, et le court-termisme des groupes financiers, des intérêts financiers. Trump espère consolider le leadership états-unien à moyen terme, il a une stratégie de moyen terme, quitte à provoquer des turbulences immédiates qui vont faire plonger les concurrents, en comptant sur le fait que l'économie américaine s'en sortira finalement mieux que les autres et retrouverait, par l'effet des avantages comparatifs,
une assise solide de sa domination. Les effets directs à attendre sont un effet récessif mondial, bon, dont il est quand même difficile de prévoir l'ampleur parce que cela dépendra, comme l'a bien montré Vincent, des négociations commerciales qui sont en cours, des réorientations de flux. Il peut y avoir quand même un krach financier, mais là encore, l'incertitude est totale. Et je crois que le pari de Trump, c'est surtout provoquer l'entrée massive de capitaux aux États-Unis, hein, en investissement direct. Et de ce point de vue-là, on a quand même l'impression que les grands patrons d'Europe et d'ailleurs se précipitent. Hein, c'est quand même, ça semble être la ruée vers l'Ouest. D'autre part, des investissements de portefeuille pour financer le budget américain, puisque le financement de la dette américaine dépend largement de non-résidents. Et donc, les deux risques sur lesquels d'ailleurs Trump a réagi en réajustant à la baisse ses mesures, les deux risques pour lui, c'est évidemment la dépendance extérieure des multinationales et la hausse des taux d'intérêt des bons du Trésor. C'est face à ces deux menaces qu'il a réagi très vite en réduisant, mais comme Vincent l'a montré, je pense que s'il a réduit les objectifs quantitatifs, il va rester ferme sur l'intention d'un relèvement durable des droits de douane. Je dispose de combien de temps encore? De 5 minutes. Ah, alors je vais passer très vite sur la fragilité de l'Europe pour quand même développer un peu plus quelques propositions, quelques pistes. La fragilité de l'Europe, eh bien, elle est entre le marteau et l'enclume, selon l'expression d'Yves Dimicoli, entre Chine et États-Unis. Et cette fragilité, elle est liée évidemment à sa fragilité structurelle. Son décrochage industriel et technologique évoqué par le rapport Draghi a évidemment des conséquences commerciales qui sont notamment le fait qu'elle dépend beaucoup pour ses propres exportations des intrants américains et chinois. D'où la possibilité qu'elle subisse des sanctions américaines pour ses exportations, dans la mesure où elle incorpore des technologies chinoises. Et puis, il y a le risque, évidemment, de la pénétration des produits chinois liés au blocage des frontières américaines. Il y a le problème de la situation allemande, de la crise du modèle industriel allemand qui a des répercussions sur l'ensemble de l'Europe. On pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais qui montre que finalement le comportement mercantiliste de tout à l'exportation du modèle allemand, appuyé sur des politiques antisociales, se retourne contre son efficacité. Il y a des besoins énormes d'investissement publics et privés, auquel d'ailleurs Merz répond par un plan de 500 milliards d'euros et en faisant sauter le frein de la dette, le frein constitutionnel de la dette. La faiblesse structurelle de l'Union européenne, c'est évidemment son enfermement dans le carcan libéral, politique d'austérité, politique de la concurrence et un euro qui n'a jamais été au service des réponses à la crise environnementale. Et il y a un besoin d'investissement évalué par le rapport Draghi à 800 milliards par an, 800 milliards d'euros par an. Mais à ce besoin, il répond avec des mesures qui sont les mêmes, qui sont marquées par les mêmes défauts, à savoir maintenir la dépense au marché financier, puisqu'il propose de les emprunter,
au lieu de faire fonctionner le crédit et la création monétaire de la Banque centrale européenne, et il propose de faire un pas de plus vers le fédéralisme européen. La réponse des dirigeants européens à la guerre commerciale, elle est, je dirais, lamentable. Voilà, et on peut la qualifier. Frédéric Bocara a parlé de comportement munichois, collaborationniste. Moi, je parle d'une capitulation en race campagne et d'une vassalisation acceptée, qui caractérise d'ailleurs l'attitude européenne depuis des années, depuis la construction en réalité. D'une part, ils veulent négocier pour baisser les droits de douane jusqu'à une zone de libre-échange complet, pose quand même des problèmes puisque ça s'est accompagné d'une désindustrialisation d'une partie importante de l'Europe. Ils veulent même incroyablement acheter pour 50 milliards de produits américains, dont le gaz issu de la fracturation, c'est-à-dire le gaz de schiste, et ils entrent dans le mouvement de dérégulation hein, imposé par les Américains, avec une attaque en règle sur tout ce qui avait été protection de l'environnement, des droits humains, sur la chaîne de production des multinationales. Puisque la directive sur le devoir de vigilance des entreprises est en cause, il y a la fameuse directive Omnibus qui doit simplifier la vie économique, mais qui en fait va réduire les normes. Je termine sur 2 points, principalement. Quelles seraient les lignes directrices sur lesquelles pourraient se réunir des forces progressistes? D'abord, ni souverainisme et nationalisme au nom de la protection des peuples, ni libre-échangisme fou. Et sa traduction en Europe, ni repli nationaliste et renforcement des concurrences intra-européennes, ni fédéralisme au service du capital pour brider les peuples. Donc, une visée d'une mondialisation de co-développement pour l'ensemble de l'humanité, fondée sur développement des services publics, emploi, lutte contre la pauvreté, les inégalités et prise en compte des énormes problèmes climatiques. Bref, un développement des biens communs et de l'emploi. Pour cela, c'est la deuxième ligne directrice, il faut répondre aux besoins sociaux et écologiques en dégonflant la finance. Ceci, évidemment, répondre aux besoins passe par la dette, mais pas une dette auprès des marchés financiers. Parce que cette dette-là alimente la finance et soumet l'ensemble de l'économie à des critères court-termistes, à des critères de rentabilité, et elle condamne à la fois les entreprises à des mauvais choix et à l'austérité pour les politiques publiques. Ça veut dire donc des financements sur création monétaire et qu'on réoriente dans le bon sens grâce à la sélectivité des crédits bancaires, hein, davantage par des taux bas, voire des taux négatifs, les bonnes utilisations et on pénalise ce qui est utilisation financière et spéculative. Et ça veut dire, troisième point, une transformation des institutions et des règles internationales pour briser les rapports de domination et puis substituer la coopération à la concurrence, construire du commun. Ça veut dire modifier les règles de l'OMS, du FMI, de l'ONU. Ça veut dire qu'on s'oriente vers un commerce maîtrisé, des investissements internationaux maîtrisés, qui doivent être mutuellement avantageux et développer l'emploi, les biens communs, la santé, l'éducation, le climat.
Enfin, je pense que nous avons, nous Européens, une bataille très importante à mener pour une autre Europe, parce que l'Europe pourrait et devrait avoir un rôle clé dans la construction d'un nouvel ordre international. Elle peut être la passerelle entre une économie dominée, l'Occident dominé par les États-Unis et le Sud global, qui recherche les voies de l'émancipation. Elle pourrait, donc, dans ce rôle de passerelle, en tant que porteuse d'un modèle social, en tant qu'actrice de la paix, elle pourrait jouer vraiment ce rôle crucial de transformation. Évidemment, l'orientation politique actuelle de suiviste et de vassal de l'économie américaine, de l'impérialisme américain est aux antipodes de cette direction. Mais je pense que nous devons nous battre pour des mesures concrètes qui peuvent nous faire avancer dans cette voie. Par exemple, un fonds européen pour les services publics à gouvernance démocratique qui est compatible avec les traités. Des changements dans la sélectivité des crédits de refinancement des banques par la Banque centrale européenne. Ça existe déjà vis-à-vis des énergies fossiles. Il faut élargir les critères et que ça prenne en compte les mesures sociales et les critères d'environnement, faire sauter le verrou de l'austérité budgétaire. Voilà, je pense que j'en termine en disant que j'ai envie de citer la phrase de Danton. Voilà, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Merci pour cette référence révolutionnaire. Et on reviendra de toute façon sur les questions qui sont les questions de mise, de transformation, de réflexion critique et de transformation aussi. Il y a l'après-midi, il sera consacré notamment à cette approche à la fois systémique, mais aussi des politiques alternatives. Donc, je passe la parole sans plus de commentaires à je te passe la parole, je te passe le micro à Dominique, voilà. Pour 25 minutes maximum, si on peut discuter. Oui, bon, je sais que tu vas être très strict. Bon, j'ai essayé de le faire quand même avant, pragmatique, à la chinoise. J'ai voulu revenir très vite, donc je vais faire assez schématiquement. Voilà, sur ce qui s'est passé il y a 15 jours, à partir de la rencontre de Genève, les négociations sino-américaines, les 10 et 11 mai donc, qui s'en sont terminés sur une trêve de 90 jours avec une baisse des droits de douane. C'était, à mon avis, j'ai voulu en parler parce que c'est vraiment un concentré de la situation et du conflit sino-américain aujourd'hui. Avec c'était quelque chose qui n'était pas véritablement attendu aussi rapidement. Ça s'est fait, tout le monde a levé. Pardon. Voilà. Donc c'était important de voir un peu de décortiquer ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Genève. Vincent a fait état tout à l'heure du premier mandat de Trump et des premières mesures contre la Chine qui ont été prises lors du premier mandat en 2017-21, avec des accusations de pratiques commerciales déloyales, de déséquilibre des échanges au détriment des États-Unis, etc. Il y a déjà eu donc là un premier train de mesures de tarifs douaniers et de sanctions contre la Chine sur frappant des milliers de produits chinois, des interdictions d'exporter de la haute technologie, des interdictions de l'importer, certains matériels en concurrence avec les produits américains et comme ceux destinés à la 5G. Donc, il y avait déjà donc le Trump 2, on voit déjà une escalade qui se fait entre-temps, comme l'a rappelé Vincent, il y a eu Biden. Biden, ça a été la même chose. C'était moins violent, mais on voit
le consensus américain entre républicains démocrates que la cible principale des États-Unis, c'est la Chine. Donc, en 2025, le retour de Trump, on assiste à une reprise brutale du conflit qui s'est transformé en un affrontement économique d'ampleur mondiale. Les tarifs massifs et les contre-mesures ont paralysé les échanges bilatéraux, mais aussi ébranlé les marchés et perturbé les chaînes d'approvisionnement. Première chose que je veux dire, c'est que je pense que au fond du conflit actuel mené par les États-Unis, ça ne constitue pas une véritable politique, une rupture dans la politique américaine, comme je le disais, mais la question des tarifs douaniers et pour le reste de la planète reste dans un cadre d'une question d'économie commerciale. Pour la Chine, il s'agit d'une confrontation, profonde confrontation stratégique, idéologique entre deux grandes puissances mondiales et une confrontation qui plonge ses racines dans ce qui a été la projection pour les Américains du monde après l'implosion de l'URSS. Donc, je disais tout à l'heure que j'allais remonter assez loin, je remonterai encore plus loin tout à l'heure, mais je remonte déjà à la déclaration qui a été faite en 1992 du document classifié du ministère de la Défense américain qui proclamait la mission politique militaire de l'Amérique dans l'après-guerre froide sera de veiller à ce qu'aucune superpuissance rivale ne puisse émerger capable de contester la suprématie américaine. On est en 1992, la Chine, 92, débute juste son décollage économique, elle n'est pas particulièrement visée par cette menace américaine. Mais elle va bien sûr remonter et sous-tendre les relations au fur et à mesure que la Chine va prendre du poids à l'échelle mondiale. Je remonterai un des tournants de ces relations sino-américaines, n'est pas vraiment une question commerciale, mais une question stratégique. C'est le pilier asiatique imposé par Obama qui ouvre en quelque sorte les hostilités avec la Chine. Il concrétisait véritablement ce que les Américains devaient faire avec leurs alliés pour contenir la montée en puissance de la Chine. Donc, au fil des ans, est officialisé le positionnement, l'ennemi public, l'ennemi numéro un pour les États-Unis, c'est la Chine, et l'UE va suivre en rival systémique. Donc, ce que je dis, c'est que l'offensive trumpienne aujourd'hui est d'une rare violence et elle impacte l'économie mondiale. Donc, à Genève, qu'est-ce qui s'est passé? Une baisse des barrières douanières, 125% à 10% pour la Chine et de 145 à 30% pour les États-Unis, en comptant effectivement. Pardon. Mais, pardon, excusez-moi. Hein? Oui, c'est là. Mais il y a eu donc ces premières négociations avec des annonces. Le processus doit se poursuivre. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On peut déjà dégager du pourquoi on est arrivé à ces négociations. C'est aux salves de Trump, la Chine a répondu au coup par coup. Alors, je donne quelques exemples. Dès mars, elle avait massivement réduit ses avoirs en dette américaine, en cédant près de 19 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Elle a continué par une baisse significative d'achat des produits agricoles américains, dont le soja, au plus grand bénéfice du Brésil. Une restriction des exportations
de certains métaux stratégiques, des terres rares lourdes, dont elle assure la majeure partie d'extraction et la quasi-totalité du raffinage. Enfin, la décision, le 16 avril, de bloquer la livraison d'avions Boeing déjà commandés, ainsi que des pièces d'équipement aéronautique et pièces détachées, a sonné quand même Trump, qui, selon son entourage, ne s'attendait pas à cette résistance de la Chine. Et dans le même temps, quand je parlais de concentrer la situation de confrontation avec la Chine, il y a eu ces négociations et se passait à Pékin le forum Chine-CELAC, où devant un parterre de dirigeants latino-américains, Xi Jinping délivrait son message de nous sommes les défenseurs du multilatéralisme, du libre-échange, de la coopération. D'ailleurs, il a annoncé un certain nombre de mesures, de plans pour augmenter, approfondir les coopérations, que ce soit sur les commerces ou le numérique, et un certain nombre de choses. Pardon? Excuse-moi. Et c'est parce que je veux bien parce que ça me... Voilà. Donc... Ça rentre pas. Bon, alors je vais laisser comme ça. Bon, je suis désolée, je vais boire de temps en temps, c'est pas... Ça vous fera souffler. Cette capacité de résistance, elle a été sous-estimée par Trump et manifestement aussi par son entourage qui s'occupait des questions chinoises. Mais je pense qu'aussi que cette sous-estimation, elle est valable sur la sous-estimation de la cohérence du projet politique chinois de développement, sur la nature et la finalité de ce projet. Je dis sous-estimation du processus de développement de la Chine depuis 45 ans environ. Et pourtant, qui s'inscrit dans une vision de l'histoire et de l'état d'esprit des dirigeants et de la population chinoise. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je vais dire que je vais remonter plus loin, parce que le poids de la Chine dans l'économie mondiale est resté central en gros, depuis l'époque romaine jusqu'au 19e siècle, avec un sommet en 1820 où la Chine représente 36% de l'économie mondiale. Donc, le déclin de la Chine au 19e siècle, avec les occupations étrangères, le démantèlement, le dépeçage de la Chine, accéléré par les traités inégaux, les guerres d'occupation et tout, il faut voir que c'est dans cette image, que c'est dans ce contexte d'humiliation, et le siècle d'humiliation s'est repris, bien entendu, dans le récit national chinois, mais historiquement, c'est vrai. Et la perte de la souveraineté de la Chine à cette époque, qui a été fondé le Parti communiste chinois en 1921, et qui se donne pour objectif, et moi je pense que là c'est une ligne directrice fondamentale pour comprendre le positionnement de la Chine et la stratégie chinoise, qui se donne pour objectif de rétablir la grandeur et la prospérité de la Chine, de lui redonner une place centrale dans le monde. Et c'est un objectif qui est réaffirmé en 1949 au moment de la fondation de la RPC. Je vous rappelle quand même, dans le grand discours de Mao Tse-tung, c'est « la Chine est debout », et réaffirmer ces dernières décennies, notamment avec l'arrivée de Xi Jinping, que on va donner, l'objectif c'est de faire une société de moyenne aisance en 2020-25, puis une première puissance innovatrice en 2035, et enfin un pays prospère et puissant en 2049. Voilà, ce sont les étapes qui sont
données, mais qui reviennent, qui plongent dans les racines même du communisme chinois. Je voudrais rappeler, parce que je la trouve très explicite, ce que disait Li Dazhao, qui est un des fondateurs du parti, un des premiers responsables du Parti communiste chinois dans les années 20, que la Chine est tombée pourquoi la Chine est-elle tombée de la caravane du progrès humain? Donc, toute l'explication, toutes les recherches, tous les débats qui qui se sont construits dans tout le siècle, dans tout le XXe siècle et qui se poursuivent encore aujourd'hui, veulent répondre à cette question. Voilà. Donc, ce projet communiste chinois, pour comprendre un peu ce qui se passe, est autant un projet nationaliste, mais au sens nationaliste de souveraineté, qu'une révolution sociale et politique. Cette question centrale posée dès les années 20 et ce qui se poursuit par la suite, c'est quelle recherche d'une voie de développement, quel choix se pose pour la Chine à l'époque, avec des débats sur la modernité. La modernité, est-ce l'apanage de l'Occident et du capitalisme? Quel est le rôle du marché? L'introduction du marché, non comme une finalité, mais comme outil pour développer les forces productives. Quelle voie de développement adaptée aux réalités chinoises? Population énorme, main-d'œuvre rurale excédentaire et peu de terres arables. Enfin, je donne quelques points pour vous situer un petit peu l'étendue des débats qui traversent le siècle. Donc, avec la transformation économique amorcée par Deng en 1978, qui annonce 4 modernisations à suivre de près aussi, l'agriculture, l'industrialisation, sciences et technologies et défense nationale. La question se pose, quels sont les moyens pour moderniser? Deng répond, on va jouer le jeu du capitalisme international. Donc, la Chine se lance dans une mondialisation libérale en instaurant de ce fait, au fil des ans, un système qui est le fruit d'influences hybrides, multiples et bien entendu contradictoires. L'économie socialiste de marché, le stade primaire du socialisme, l'utilisation du capitalisme pour développer le pays. Vous voyez, vous situez un peu où sont les contradictions du pays. Donc, qui donne lieu à d'énormes débats au sein des cercles intellectuels, des cercles politiques en Chine. On distingue 2 grandes périodes. Des années 80 à la crise financière de 2008, puis des années 2010 avec l'arrivée de Xi Jinping en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette première étape, elle représente quoi? C'est d'abord l'abandon des communes populaires et de la planification centralisée, la généralisation progressive des mécanismes de marché agricoles comme industriels, la liberté des prix, la privatisation par étapes successives et le développement rapide des infrastructures et l'orientation des exportations, et l'orientation vers l'exportation pour tirer la croissance. On assiste donc à la création d'un secteur privé. La Chine fait appel aux capitaux étrangers et dans les années 90-2000, les entreprises occidentales y trouvent les ressources humaines pour restaurer leur taux de profit. Elles profitent d'une main-d'œuvre bon marché, issue des campagnes, abondante. La Chine devient l'Eldorado et sauve en quelque sorte le capitalisme international d'une de ces crises. Je veux noter là, parce que c'est intéressant, quand j'ai parlé de la redistribution des terres dans les campagnes, la décollectivisation des communes populaires, qu'à cette époque, et ça c'est très important, jusqu'à aujourd'hui, la terre est propriété collective, propriété de l'État. Il n'y a pas de terre privée en Chine. Ça c'est important. La redistribution de terres, elle se fait sur des questions, elle est distribuée aux paysans ce sont des petits lopins de terre. C'est le droit d'usage. Ce droit d'usage, les paysans
ne peuvent pas le vendre, mais peuvent le louer, soit le laisser à la famille, soit le louer carrément. Et je dis que c'est important parce que nous allons le voir dans le fait que la Chine devienne l'atelier du monde avec cette énorme réserve excédentaire de paysans qui quittent la terre et qui vont travailler dans les usines du littoral, pour la plupart, ce sont les Mingong, contraction de paysans et d'ouvriers. Les travailleurs quittent la terre, mais en fait ne quittent pas leur lopin. C'est-à-dire que quand il y a eu des crises en Chine, quand il y a eu des fermetures d'entreprises et tout, ce qui a sauvé la Chine, notamment après 2008, quand il y a eu des millions d'entreprises étrangères qui ont fermé, notamment dans la rivière des Perles, que les ouvriers sont retournés à la terre et ont réussi à subsister avec leur lopin de terre. Donc ça, je veux dire que ça aussi, il faut avoir ça en tête pour comprendre aussi comment fonctionne la Chine. Donc, je disais, la Chine devient à l'époque l'atelier du monde, une croissance économique de 10%, voire plus dans certaines régions où c'est allé jusqu'à 14%. Donc, pendant 25 ans, la part du commerce extérieur dans le PIB explose. Elle passe de 5% en 70 à près de 50% en 2010. Et la Chine devient alors le premier exportateur mondial. Et la consécration, on a parlé tout à l'heure, c'est l'adhésion de la Chine à l'OMC, avec le statut de pays en voie de développement. Ça, c'est intéressant parce que du coup, elle payait beaucoup moins de droits qu'un autre pays dit développé. Ça consacre effectivement les liens de la Chine avec le capitalisme international. D'ailleurs, qui applaudit des deux mains ça? C'est Clinton, alors président des États-Unis, qui dit c'est une opportunité pour le capitalisme mondial. C'est clair, net. Donc, mais sur cette première période, je veux quand même faire plusieurs remarques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure pour la Chine. L'objectif n'est pas de créer un système capitaliste, mais d'utiliser les ressources du marché, les capitaux étrangers et transferts de technologies pour développer la richesse du pays, permettant de répondre aux besoins de la société chinoise, à l'élévation du niveau de vie, renforcer la puissance du pays, assurer son indépendance et sa souveraineté. C'est un vaste programme, mais tous les débats qui sont à l'époque là sont formels. Et il faudrait relire tous ces textes de l'époque pour bien comprendre aujourd'hui dans la continuité ce qui se passe en Chine. Donc, en 30 ans, c'est sous l'égide de l'État et du Parti communiste que s'est profondément intégrée la Chine à la mondialisation capitaliste. Il n'y a pas eu de Big Bang. Oh là là, c'est pas vrai. Non, mais j'ai toussé. Hein. 6 minutes. 6 minutes. Donc, je vais essayer d'aller très vite. Voilà. Voilà. Où j'en étais. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une ouverture qui reste très contrôlée, qui reste aussi très contrôlée pour les multinationales. Ce sont les autorités qui décident des secteurs d'investissement, qui répondent aux besoins pour répondre aux besoins de la Chine, mais c'est l'État qui décide. Il n'y a pas de véritable entreprise étrangère indépendante, mais des joint ventures avec des partenaires chinois. On donne la priorité au secteur public, à sa modernisation, à son efficacité pour qu'il soit compétitif. Et les entreprises d'État vont devenir des acteurs actifs concurrentiels. La Chine reste, malgré tout, maîtresse de son développement et c'est l'État qui planifie et coordonne l'ensemble des activités économiques. La cohérence du projet est maintenue par les plans quinquennaux. On achève en 2025 le 14e plan quinquennal
Et le plan quinquennal, c'est vraiment un atout pour coordonner et rassembler les ressources économiques et sociales dans la durée. Et là, ils sont en train de mettre en place le 15e plan, voilà, et il y a un appel, là, dans la presse, dans tout ce qui est un appel et une consultation populaire pour qu'il y ait une remontée de la base sur ce que pourrait être le plan scolaire. Donc, on voit, je ne dis pas que c'est une révolution là, mais on voit qu'il y a dans le lien entre la direction, le parti, et une volonté de faire participer aussi la population, parce que c'est sur la base d'un compromis social qui est fait. Le compromis social, je n'ai pas le temps, je ne vais pas passer sur ce qui a été l'exploitation ouvrière, énorme exploitation ouvrière du temps en Chine, mais c'était dans cet espoir de décollage économique qui redonne la légitimité au parti. Et donc, tant que ça marche, même s'il y a eu d'énormes contestations, des grèves qui se sont déroulées parce qu'il y a eu un mécontentement populaire. Je n'ai pas le temps de repasser sur la deuxième, on en parlera dans la discussion. C'est avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping qui doit réorienter l'économie chinoise vers une meilleure qualité, meilleure redistributive. Le développement durable est de nouveau mis en avant dans cette croissance. Et ce qui va précipiter aussi les changements par rapport aux États-Unis, ça va être cette décision de booster la révolution de la haute technologie. Je cite quand même Wayne Jabba parce que je l'aime bien, qui dit en 2010, hein, nous sommes juste après la rupture de 2008 et la crise qui va accentuer la rupture entre la Chine et les États-Unis. La crise financière est en train de faire naître une nouvelle révolution industrielle et technologique. Le développement de cette nouvelle industrie décidera de l'avenir de notre État. Donc, c'est ils ont raté la révolution industrielle, ils veulent la révolution technologique. Et donc, en 2015, le plan est lancé de Chine Made in 25, où ils vont mettre le paquet sur la révolution technologique, tout ce qui est la recherche, les semi-conducteurs, la robotique, le spatial, le quantique et l'intelligence artificielle. Tu me laisses quoi? 30 secondes. Bon, les réponses. Hein? Donc, les dépenses en recherche et développement ont dépassé en 2020 celles de l'Europe et se rapprochent de celles des États-Unis. Et l'augmentation de ces dépenses représente 80% de l'augmentation totale des dépenses de l'OCDE depuis 2000. Donc, évidemment, on entre, à mon avis, dans une nouvelle phase du capitalisme, parce que de ce qui va se passer, des recherches en Chine avec ce formidable déploiement, en quelques années, on voit une centaine, 150 à peu près technomonopoles qui vont couvrir en gros le territoire chinois, que ce soit les zones maritimes que des zones intérieures, où aussi bien les entreprises publiques que le privé. Le privé est encouragé pour se concentrer sur le projet chinois défini par l'État. Ça, je voulais le dire parce que ça me semble aussi intéressant dans notre discussion. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? L'autre chose, je vais juste finir quand même, c'est donc sur l'autre question, c'est comment la Chine s'est préparée. Mais c'est en développant tous ces liens commerciaux avec le Sud global. Et on l'a vu, je vous ai parlé du forum Chine-CELAC dès 2008, dès la crise. La Chine pose la question du dollar
comme référence, comme monnaie de commerce, de référence de commerce international, elle pose aussi cette question de diversifier complètement ses importations, ses exportations pour assurer son indépendance. C'est-à-dire que tout ce qui est là où la guerre commerciale qui existe aujourd'hui, c'est la Chine s'est préparée à ça. La Chine s'est préparée à cet affrontement au cours des années. Alors évidemment, j'ai pas le temps de vous parler de tout ce qui est aussi armement militaire, concentration du militaire dans l'Indo-Pacifique avec les différentes alliances des États-Unis avec les voisins. Voilà, mais ça participe aussi, c'est un élément fondamental de la préparation de la Chine à cet affrontement. Et aujourd'hui, la Chine joue la carte d'une référence de stabilité mondiale par rapport à l'imprévisibilité de Trump et de l'ouragan dont parlait Vincent, et elle joue, elle mise sur la mondialisation, elle mise sur le libre-échange. Et ça reste, et elle est quand même passablement entendue. Je m'arrête là parce que tu vas bientôt.